Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Du progrès technologique naissent des technologies qui accompagnent et simplifient nos vies. Presque personne ne saurait se passer de son téléphone cellulaire, véritable petit ordinateur miniaturisé de nos poches. Il nous relie les uns aux autres, nous informe, nous distrait et même dévore tout notre temps libre si nous ne faisons pas attention. Nos économies investissent déjà dans les solutions technologiques de demain et nous font miroiter de multiples promesses. Cela cache souvent l'usage de ressources limitées, de probables conflits d'intérêts, mais aussi d'une accélération de la recherche dans certains secteurs choisis avec des investissements publics à la clé. L'intelligence artificielle, les crypto-monnaies, les biotechnologies liées à certaines maladies ou à la perte de poids, ces technologies s'avèrent-elles réellement révolutionnaires? Si je vous parle d'économie de la promesse, savez-vous ce que c'est? Nous en parlons tout de suite, restez là. À Je vote pour la science aujourd'hui, nous voulons parler d'économie de la promesse ou des promesses technoscientifiques, ce que nous investissons, ce que nous finançons pour soutenir les technologies prometteuses pour un avenir plus radieux. Nous allons donc parler d'intelligence artificielle, de crypto-monnaies ou encore de voitures autonomes avec Guillaume Dandurand, chercheur postdoctoral à l'Institut national de la recherche scientifique et co-auteur d'un livre qui nous inspire l'émission d'aujourd'hui, intitulé justement Attentes et promesses technoscientifiques, publié aux presses de l'Université de Montréal, au PUM. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes aussi membre au Centre universitaire de la recherche sur les sciences et de la technologie, je pense. Oui. Donc, il y a une dizaine d'années ou deux, l'avenir était nano, car les nanotechnologies promettaient de grands changements. Aujourd'hui, je dirais au Québec, l'avenir s'appuie sur l'intelligence artificielle pour modeler ce que demain sera. Et demain, est-ce que ça ne sera pas aussi l'informatique quantique? Il y a beaucoup d'attentes, en fait, face aux technologies et à leurs promesses, Monsieur Dandurand. Ben oui, en fait, ça fait partie du processus scientifique de formuler des promesses sur ce que la recherche scientifique ou c'est la recherche technologique sera capable d'accomplir dans les prochaines années. Ça fait partie du processus. Donc oui, il y a tout le temps des vagues là, cycliques là, par rapport à ce que les technologies promettent d'accomplir. Puis ces vagues-là, ben, elles s'estompent avec le temps, tranquillement pas vite. Oui, qu'est-ce qui fait qu'elles s'estompent, ces vagues-là? En fait, il y a plusieurs facteurs. Peut-être que le facteur le plus frappant, là, le facteur qui fait que ces technologies-là vont s'estomper, vont pas s'estomper dans la pratique, mais surtout dans le discours public, c'est que les promesses qui sont attachées à ces technologies-là ne se réalisent pas toutes. Donc, il y a une espèce de recalibration, si on veut, des promesses qu'on attache aux technologies. Finalement, on reconsidère au fil du temps que les promesses sont peut-être moins tenues ou moins prometteuses, c'est ça? Mais je ne sais pas si c'est une reconsidération. Ça se peut que ce soit une reconsidération dans certains cas. Peut-être aussi que les promesses qui ont été au départ attachées là, ou jointes à ces technologies-là, on s'est rendu compte que ces promesses-là étaient... j'ai farfelu en tête. Là. Je ne sais pas si elles sont farfelues, mais peut-être naïves un petit peu. Puis, quand on les teste dans le vrai monde, peut-être qu'elles ne fonctionnent pas. Donc, c'est pas que ces promesses-là, elles ne sont pas mises au rencard ou mises de côté. Peut-être qu'elles sont peut-être reconsidérées, mais recalibrées un petit peu, où on recalibre la portée de ce qu'on imagine, la portée de ces technologies-là, de ce qu'on projette dans le futur. On pourrait prendre l'exemple des crypto-monnaies. Oui, bien entendu. Les crypto-monnaies, par exemple, quand
Ça fait les crypto-monnaies puis la chaîne de blocs, ça fait depuis les 2009-2010 qu'elles existent. Et puis depuis 2009-2010, il y a des vagues qui s'attachent à ça. On promet qu'elles peuvent changer la façon avec laquelle on fait des transactions financières dans le monde. Ce qu'elles promettent en fait les crypto-monnaies, puis c'est surtout par le biais de la chaîne de blocs, c'est qu'il y a une espèce une désintermédiation. Là, ce qu'on veut dire qu'on enlève les intermédiaires des transactions. Donc, par exemple, tous les banquiers, les courtiers, puis toutes ces pratiques financières-là qui sont régulées par l'État. Et bien, c'est ça qu'elles apportent, les crypto-monnaies et les chaînes de blocs. Elles promettent d'enlever tous ces intermédiaires-là. Mais ces promesses-là, on se rend compte avec le temps que toutes les technologies qui sont utilisées pour faire ces transactions financières-là, bien, ces technologies-là, ce sont aussi des intermédiaires. Donc, c'est ce qu'on veut dire un peu par la recalibration des promesses, c'est qu'on attache des promesses avec de ce que on formule des promesses par rapport à ce que ces technologies-là pourraient accomplir, mais une fois qu'on travaille ou qu'une fois que ces technologies-là sont déployées dans le monde, bien, on se rend compte que les impacts de ces technologies-là, bien, il y a des impacts sociaux qui n'ont pas été prévus. Puis, donc, c'est ça. Oui, beaucoup de choses qui n'ont pas été prévues. Donc, plongeons dans le sujet. Lorsqu'on parle d'économie de la promesse, on parle de quoi exactement? Donc, la promesse, ce qu'on dit, là, c'est que la promesse, c'est un acte qui est performatif. Donc, j'explique un peu ce que je veux dire par performatif. Oui. L'exemple classique là, de la performativité, c'est quand il y a un curé, par exemple, qui déclare que vous êtes... je me souviens unis par les liens du mariage. Oui, non, c'est ça, c'est exactement. Donc, cette formule-là n'est pas juste descriptive, c'est qu'elle a un impact sur la société, sur ces personnes-là, mais aussi sur la famille qui les entoure, sur les institutions sociales qui entourent le mariage. Donc, c'est quelque chose donc c'est un énoncé qui façonne la société d'une certaine façon. Oui. Et donc, ce que nous, on propose dans ce livre-là, puisque la littérature sur l'économie de la promesse propose, c'est que les promesses technologiques ou scientifiques, elles sont aussi performatives. Donc, d'énoncer des promesses sur ce qu'une technologie va éventuellement accomplir, ça façonne la société, la science et la technologie de multiples façons. C'est un petit peu ce qu'on explore dans ce livre-là. Par exemple, puis l'exemple classique, ce qui frappe le plus, c'est par exemple, quand on promet qu'une technologie X va réaliser Y, et puis si ça frappe l'imaginaire, et puis il y a bien des chances que les gens se rassemblent autour de cette technologie-là, et puis commencent à la financer, que ce soit le privé ou le public, commencent à financer ce projet de recherche-là, parce qu'on se dit, hey, tu sais, dans le futur, cette personne-là, ce chercheur-là promet que cette technologie-là va changer le monde, va révolutionner les industries. On amène, par exemple, une révolution 4.0, une nouvelle révolution industrielle. Quand on promet qu'il va y avoir une nouvelle révolution industrielle, eh bien, il y a plein de gens qui se disent « Wow, ça va changer le monde ». Fait qu'on finance ces projets de recherche-là. Parce que c'est un petit peu ça qu'on essaie d'examiner dans ce livre-là. C'est qu'est-ce qu'une promesse comme ça parvient à faire, parvient à changer, quel genre de dynamique sociale elle façonne cette promesse-là. Entendu. Cet ouvrage, justement, attend tes promesses technoscientifiques, désire défaire des mythes, mais ce n'est pas pourtant un livre anti-technologie, n'est-ce pas, M. Durand? Non, c'est pas anti-technologie, c'est pas non plus un livre qu'on écrit pour les complotistes ou les conspirationnistes non plus. On n'est pas en train de re-questionner le rôle de la science, pas du tout en fait. Mm-hmm. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'examiner la science en tant que telle, comment elle fonctionne, puis quels sont les impacts de la science sur la société. C'est aussi simple que ça. Donc, ce qu'on dit, c'est que la promesse, elle fait partie d'un parcours normal ou d'un processus normal ou des pratiques normales de la science et de la recherche technologique. Est-ce que vous faites la distinction entre science et technologie? Est-ce que ce sont surtout les technologies qui suscitent des attentes? Pas nécessairement. Oui.
bien entendu. Dans l'espace public, oui. Tu sais, par exemple, quand on parle de l'IA, là, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, bien entendu. Maintenant, c'est une discipline, mais on l'associe beaucoup avec les techniques là, d'apprentissage profond. Et puis, tu sais, oui, cette technologie-là, elle frappe l'imaginaire. Donc, dans le discours public, oui. Mais la promesse, elle s'insère dans chacune des petites pratiques scientifiques. Puis si je peux parler de moi, de qu'est-ce que je fais en titre de chercheur, quand j'ai une idée, je fais une demande de subvention, puis je l'envoie au gouvernement pour faire financer mes recherches. Ça fait aussi partie de la promesse, cette demande de subvention-là. Ce que je dis au gouvernement, c'est, regardez, donnez-moi des sous pendant 2 ans, je vais pouvoir faire ça. C'est un petit peu, c'est le même principe, mais à plus petite échelle, parce que on n'en parle pas dans les médias. Oui, les promesses commencent à la demande de financement, si je comprends bien. Oui. Comment vous avez choisi vos auteurs? Qui écrit dans votre livre? On a une collection d'auteurs du Québec, de la France, donc des chercheurs du Québec et de la France, en anglais et en français. Il y en a un auteur anglophone qu'on a traduit. OK. Ce ne sont pas les actes d'un colloque, mais c'était l'idée d'un colloque qui a propulsé ce livre. Oui. Donc, au départ, on se penchait sur c'était en 2019, je crois, on commençait à se pencher sur l'étude des promesses technoscientifiques, de l'économie de la promesse, avec mes collègues Florence Lucier-Lejeune, Daniel Letendre et Marie-Jean Meurs. Et puis, on commençait à se pencher sur ces dynamiques-là. Et puis, donc, on a fait une demande de financement, justement. Oui. Avec des promesses avec des promesses oui, exactement. Et puis, ce qu'on voulait faire, c'est faire un acte de colloque et puis inviter plein de monde. On avait plein de gens, en fait, qui ont participé. Mais comme c'était la pandémie, on a fallu on a reporté l'événement d'une année. Et puis, pendant cette année-là, à la place de rien faire, on a commencé à écrire le livre. Et puis, donc, ces actes de colloque-là, généralement, de la façon dont ça se passe, c'est qu'on fait les actes de colloque puis on fait le livre par la suite, mais là, on a fait l'inverse. Oui. Parlez-moi d'un auteur que peut-être vous aimez plus particulièrement ou qui apporte quelque chose de rafraîchissant dans cette, on va dire, économie de la promesse ou des attentes, ce regard critique que vous portez sur les technologies, finalement. Il y a, en fait, il y a plusieurs auteurs qui sont vraiment intéressants dans le livre. Il y a plusieurs chapitres. J'imagine, mais... Il y a Yves Gingras et Maxime Colleret qui se penchent sur l'écosystème de l'IA à Montréal, qui est assez intéressant. Puis Maxime a déjà fait... en parle beaucoup dans les médias depuis un an et demi. Mais un des chapitres qui est vraiment intéressant, c'est celui de Florence Lucier-Lejeune, qui se penche sur le rôle des organisations comme McKinsey, par exemple, et dans la formulation... Oui. Rappelez-nous ce qu'est McKinsey. Ce sont des agences, des agences de lobbying, là, oui. qui font pression, qui servent pardonne-moi l'anglicisme, mais qui servent de broker entre différentes parties. Souvent, une de ces parties-là, c'est le gouvernement. Et donc, elle se penche sur le rôle de ces agences-là dans la construction de l'écosystème de l'intelligence artificielle au Québec. Et donc, c'est super intéressant parce qu'elle l'approche de manière critique. Et puis, c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup examiné dans la littérature parce que ces organisations-là travaillent dans l'ombre, généralement. Oui, justement, parlons-en un petit peu. Est-ce que les acteurs derrière ces technologies, que ce soit ces intermédiaires de lobbying-là, les chercheurs ou les gens qui vont financer finalement, pêchent par optimisme? Qui sont-ils et est-ce qu'ils sont trop enthousiastes? Ça fait partie de la promesse parce que c'est c'est normal aussi parce que si vous travaillez autour d'un objet, ou si vous travaillez sur une technologie X. Oui, comme la voiture autonome. Comme la voiture autonome, par exemple. Mais la voiture autonome, c'est particulier. Mais si, par exemple, sur la voiture autonome, vous voulez que ça réussisse. C'est normal. Puis vous y croyez à votre projet. Vous avez investi du temps, vous avez investi de l'énergie. Donc, vous voulez que votre technologie fonctionne, donc votre objet fonctionne. Donc, pardonnez-moi, pouvez-vous me répéter la question, s'il vous plaît? Qui sont ces acteurs-là? Il y en a plein, en fait.
Ces acteurs-là, ils sont, nous, on les hétérogènes, là, il y a plein de sortes d'acteurs qui font partie de cette économie de la promesse. On en fait partie en parlant dans les médias présentement. Les chercheurs en parlent, ils sont proches de leur objet, puis ils font la promotion de ce que ça fera dans le futur. C'est tout le temps une projection de cette technologie. Donc, les chercheurs en parlent, les investisseurs financiers ont un intérêt, justement financier, au succès, et puis donc, ils font partie de ça. Il y a plein d'acteurs, puis c'est ça qui est intéressant dans ce qu'on fait, c'est qu'on fait une exploration sur les différents acteurs qui peuvent en partir. Moi, par exemple, dans mes propres recherches, on se penchait sur la promesse de l'IA dans le secteur de l'humanitaire, et puis vous seriez surprise de constater le nombre d'acteurs dans l'humanitaire qui sont généralement, qui font pas partie de ces cercles-là, mais qui entrent dans ce domaine-là pour mettre en œuvre de manière enthousiaste et très enthousiaste. J'entends vous parler aussi de manière... Justement, donnez-nous cet exemple-là. Comment, justement, le secteur humanitaire peut s'intéresser à une technologie? On n'associerait pas d'emblée l'intelligence artificielle avec le système humanitaire. Expliquez-nous. Oui, justement parce que l'humanitaire, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'ils reçoivent souvent, ils fonctionnent sur des subventions, donc ils peuvent pas se retourner puis dire aux organismes subventionnaires ou aux gens, aux donateurs, de leur dire simplement, on a investi tous vos argents dans de la recherche et du développement, tu sais, donc... Mais la promesse de l'IA dans ce contexte-là, c'est qu'elle promet de rendre le travail humanitaire beaucoup plus efficace. Donc, moins de gaspillage de ressources. Et puis ça parle aux humanitaires. Et puis, sous l'effet de cette promesse-là, les humanitaires avec qui on travaillait voulaient construire un système qu'on appelle un système d'information géolocalisée, une espèce de carte là, en ligne qui fonctionnait sur l'IA. Et puis l'idée, là, rapidement, là, c'est qu'un travailleur humanitaire pouvait appuyer sur un bouton sur une carte, et puis après avoir appuyé sur ce bouton-là, toutes les informations pertinentes à l'action humanitaire autour de du bouton, par exemple, arriverait sur l'écran. Et puis ça, c'est une promesse qui est vraiment enthousiaste par rapport à ce que l'IA peut accomplir dans ce contexte-là. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que en travaillant avec les gens, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pour pouvoir réussir à mettre en place un système comme ça prend une armée de gens qui étiquettent les informations a priori. Les organisations humanitaires amassent des informations depuis des années et des années, mais elles ne sont pas structurées, elles ne sont pas étiquetées, ces informations-là. Donc, pour que l'IA fonctionne dans des contextes comme ça, il faut que... il y a des humains qui travaillent derrière. Exactement. Puis ça, c'est le genre de considération, comme vous disiez tout à l'heure, c'est le genre de considération qui fait pas partie des promesses enthousiastes qui sont a priori formulées sur l'impact que l'IA pourrait avoir dans l'humanitaire, par exemple. Oui. On va s'éloigner un petit peu, mais pas très loin. Je voudrais que vous nous racontiez, je sais que vous avez un regard de sociologue, je voudrais que vous me racontiez un petit peu le voyage que vous avez fait en Inde à propos de la sécurité alimentaire et combien la technologie peut aider ou nuire finalement à ça. Oui, en fait, la technologie, encore dans ce contexte-là, pour vous donner un peu de contexte, là, je faisais un travail de terrain sur la sécurité alimentaire en Inde. Il y avait une loi qui a passé. Là, en fait, la sécurité alimentaire en Inde, c'est un problème depuis des décennies et des décennies. Et puis, l'État en place a mis, depuis les années 40, un système de distribution de nourriture, un système de rationnement. Avec des coupons? Avec des coupons, des cartes. C'est des cartes de rationnement, en fait. Puis les gens allaient à chaque mois là, chercher leur ration avec leur carte de rationnement. Et puis dans les années 80, il y a une critique qui s'est présentée contre ce système-là en disant qu'il y avait beaucoup de corruption, qu'il y avait aussi des mafias qui se construisaient autour de ces points de distribution de nourriture-là. Et puis donc, l'État, dans les années... en 2013, a passé une loi pour, d'une part, sécuriser l'accès à la nourriture pour les populations les plus pauvres, ce qui est bien. Tu sais. De l'autre part, pour faire ça, ce qu'ils ont voulu faire, c'est mettre en place des systèmes d'identification biométrique au point de distribution de nourriture
pour contrer la corruption, pour éliminer la corruption, en fait. Oui, comme les empreintes. Ou... Exactement, donc comme sur le téléphone, là. Oui. Comme on fait sur nos téléphones. Donc ici, dans ce cas précis-là, les technologies de lecture biométrique utilisées portaient la promesse d'éliminer la corruption des systèmes de distribution de nourriture en Inde. Mais bon, dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Et puis, ça ne fonctionne pas tout le temps. Oui. Et puis, quand ça ne fonctionne pas, la personne qui souffre, c'est la personne qui a besoin, en fait, de ces kilogrammes de riz-là ou de blé-là pour pouvoir manger adéquatement pendant ce mois-là. Puis qui n'a pas accès, par exemple, à ça parce qu'il y a une panne d'électricité ou parce que la personne refuse de donner la nourriture malgré tout. Donc, il y a tout un... Des embûches. Il y a des embûches, mais l'idée, c'est de comprendre c'est que la technologie, elle se met en œuvre tout le temps dans un contexte social particulier. C'est important de comprendre ce contexte social-là. Les technologies, même si elles portent la promesse d'être la solution parfaite à un problème X, c'est ça. Souvent ces solutions-là sont plus compliquées à mettre en œuvre que ça. Oui, mais c'est ça, c'est qu'on parle beaucoup des promesses, on parle beaucoup des attentes, on dépeint un petit peu ce monde un petit peu plus rose, mais on oublie de parler des échecs et des embûches qui font partie des technologies en partant. Oui, parce que ça fait partie du processus technologique, en théorie, là. Oui. La recherche, c'est aussi une série de processus d'essais et d'erreurs, souvent. Mais on est conditionné par la promesse, justement, comme je disais tout à l'heure. Ce qu'on veut dire, c'est oui, mais on va être capable de faire ça ou de faire ça. Et puis, donc, c'est ça. Donc, souvent, ces séries d'embûches-là, on essaie de les mettre de côté pour promouvoir les succès plutôt. Mais ça vaut la peine aussi de parler des échecs. Oui, parce que ça permet de comprendre un peu mieux la science et un petit peu comment se bâtit la technologie aussi. Exactement, oui. Il y a aussi un questionnement éthique, sans compter une acceptation sociale qui est loin d'être acquise aux technologies. Il y a juste à penser justement à la voiture autonome et aux possibles accidents qui pourraient survenir. Oui. Est-ce qu'on désire vraiment laisser aux mains d'un ordinateur mobile tous nos déplacements, mais aussi la responsabilité des choix que va prendre cet ordinateur-là? C'est une grosse question, en fait. Je ne suis pas sûr d'être capable de répondre à cette question-là ce matin, mais c'est une grosse question. Ce que la promesse peut faire, par contre, dans ce contexte-là, c'est de dire, oui, mais regardez, là, l'ordinateur est capable de faire ça. La voiture autonome, elle va être capable de faire ça. C'est ce que les promesses par rapport à la voiture autonome disaient là, dès le début, en 2013, 2012, 2013. On promettait dès 2018, oui, mais l'ordinateur va être capable va être beaucoup plus sécuritaire. Dans 5 ans? Dans 5 ans. Et puis c'est toujours ça, là, dans 5 ans. Maintenant, on parle de 2030. Puis moi, j'ai rien contre. Là, j'aimerais ça qu'il y ait des voitures autonomes partout, surtout pour le transport en public. Là. Mais le transport public, mais c'est ça. Mais on tombe encore là dans le domaine de la promesse, dans le domaine des représentations de ce que la technologie fera dans le futur. On se pose pas tellement de questions sur... on se pose pas... et puis, ce que moi je propose, ou ce qu'on propose dans ce livre-là, c'est de se dire, ouais, mais il faut développer un esprit critique par rapport à ces promesses-là. Il faut être capable de reconnaître quand il s'agit d'une promesse, puis quand il s'agit d'une réalisation concrète de la technologie, de ce que la technologie peut accomplir là maintenant, pas dans 5 ans, pas dans 6 mois. Oui, tout de suite. Oui. Cela laisse place sans doute à la valorisation de la pensée critique face aux nouvelles technologies et surtout à nos choix futurs qui se décident déjà aujourd'hui d'ailleurs. Ben oui, tout à fait. C'est la fondation en fait de ce qu'on propose, c'est d'approcher le discours, surtout dans les médias, mais d'approcher le discours public sur la science et la technologie par rapport à ce que c'est.
quand il y a une promesse qui est véhiculée dans les médias ou ailleurs, autour de la machine à café au bureau, quand une promesse est véhiculée, il faut reconnaître ce que c'est. La promesse, c'est une énoncé de ce qu'une technologie accomplira dans le futur. Et puis se distancier un peu ce rapport-là par rapport à ou cette lecture enthousiaste-là de la promesse. C'est un peu ça qu'on propose. Oui, parce qu'on essaye de... en fait, on croit qu'on est dans un grand progrès en marche et que le train avance de toute façon ou que c'est une mode. En fait, il y en a certains qui disent que c'est des modes qui se suivent, une technologie qui se raffine de plus en plus, qui remplace une autre technologie finalement. Mais finalement, c'est plus une question d'investissement, de choix qui prépare un certain avenir aujourd'hui. Là. Donc, j'ai lu dans votre livre « Le futur qui colonise le présent ». Oui. C'est un petit peu c'est la définition même de la promesse. Je voulais pas arriver avec mes trop révélé de votre ouvrage. mais oui, c'est exactement ça. Donc, ce qu'on fait, c'est si on ne développe pas cet esprit, si on ne pondère pas les discours, si on ne développe pas un esprit critique par rapport à ces promesses technoscientifiques-là qui sont véhiculées partout dans les médias, c'est exactement ça. On colonise toujours le futur avec des promesses de ce que l'IA va accomplir dans 5 ans, de ce que la voiture autonome va accomplir dans 5 ans, de ce que l'informatique quantique accomplira dans 10 ans. Et puis, en faisant ça, on limite les perspectives sur ce que le futur pourrait être. Qui pourrait être plus large que finalement ce qu'on prédit ou ce qu'on promet. Oui, parce que les ressources en recherche, ou les ressources tout simplement sont limitées. On ne peut pas investir dans tout et en pleine mesure dans tout. Donc donc quand une promesse est rassembleuse, et puis donc, elle colonise, c'est une façon très critique de le voir, mais elle colonise le futur dans le sens où elle s'implante, elle dirige, elle oriente, si on veut. Et elle rétrécit, entendu. Donc, vous venez de l'entendre, on était en compagnie de Guillaume Dandurand, chercheur postdoctoral à l'Institut national de la recherche scientifique et co-directeur d'un livre de l'émission d'aujourd'hui. Là. J'espère que vous allez... au moins le regarder chez votre libraire avec curiosité. Attentes et promesses technoscientifiques publiées aux presses de l'Université de Montréal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine, la réalisation est au micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Écoutez les rediffusions de l'émission à votre radio, mais également sur le site de l'agence Science Presse. Et si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager. Passez tous une bonne semaine, portez-vous bien. Jin Jiahua est un chercheur typique